Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Cette morte tant désirée, film radiophonique de Claude Dufresne, d'après le roman de Pierre Caillet, avec Lucien Nat, Guy Decomble, André Var, Pierre Delbon, Emma Damia, Pierre Marteville, Henri Poirier, Jacques Rispal, Philippe Dumas, Robert Rollis, Nicolas Amato, Marcel Lestan, Pascal Mazzotti. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Régent. Chef opérateur du son, Jean Deleron. Collaboration technique, Geneviève Leroux. Assistante, Marie Vuillou. Réalisation, Pierre Billard. James Morgan. Le greffier va lire la déposition que vous venez de faire devant le tribunal. Je vous rappelle qu'à l'issue de cette lecture, et si vous êtes d'accord avec elle, il ne vous sera plus possible de modifier le chef de l'inculpation. Greffier, donnez lecture de l'acte. Moi, James Morgan, âgé de 58 ans, je reconnais avoir assassiné par strangulation en ma demeure, village South Ocean, hier 21 décembre à 20h20, ma maîtresse, Éléonore Morgan, âgée de 26 ans. Le mobile du meurtre est la jalousie. Éléonore me trompait avec mon secrétaire Andrew Morris, lequel a disparu peu après le meurtre. Je plaide coupable. James Morgan, vous êtes inculpé de meurtre. Aucune objection, maître Harrison? Aucune objection, votre honneur. Alors, inspecteur Cole, j'espère que vous êtes satisfait. Voilà le crime parfait. Je veux dire parfait pour vous. Un cadavre à point, un coupable qui s'empresse d'avouer. Du gâteau, quoi. Justement, monsieur le juge, c'est trop beau, et c'est trop beau pour être vrai. Qu'est-ce que vous voulez dire, Cole? Eh bien, ce coupable qui n'invoque aucune circonstance atténuante me déconcerte. Et c'est Andrew Morris, le témoin principal, qui disparaît. Il devait tout à l'accusé. Celui-ci, il l'avait sorti de la misère, il l'avait en quelque sorte associé à ses affaires. Mais ce qui l'a pas empêché de lui soulever sa petite amie. Oh, situation classique. Mais on peut comprendre que Morrison ait disparu. Il doit pas être très fier quand il croise le regard de son patron. Quant à la victime, elle aussi est classique. La fortune de Morgan lui permettait d'oublier qu'elle avait 30 ans de moins que lui. Ouais, ce n'est pas tout. Vous avez entendu le témoignage d'Anna Casamadio? Et la camériste de la victime. Ouais, étrange camériste. N'oubliez pas qu'elle était surtout l'amie d'enfance d'Éléonore Morgan. Et toutes deux sont nées au Mexique, mais Anna est une métisse d'Indien. Ouais, je suis convaincu que cette fille n'a pas dit tout ce qu'elle savait. Et puis, il y a encore un point qui me trouble. James Morgan n'était pas marié avec Éléonore Morgan. Je sais, oui. Il nous a expliqué qu'il n'existait entre eux qu'une homonymie, assez pratique étant donné leur relation. Mais qu'est-ce qui vous chiffonne là-dedans? Le rôle de l'autre Morgan, le vrai mari d'Éléonore. Un vieillard de 70 ans. Il habite toujours au Mexico, mais je le trouve plutôt complaisant. Depuis 6 ans que James Morgan lui a enlevé sa femme, il s'est guère montré empressé de la retrouver. Allons. Si vous saviez combien d'hommes seraient heureux qu'on leur enlevât leur femme. Non, décidément, Cole, vous êtes impossible. Enfin, pour une fois qu'un coupable vous apporte sa tête à domicile, vous méritez pas votre chance, mon cher. Morgan, votre avocat vient vous voir. Bonjour Harrison. Bonjour, Morgan. N'attendez pas votre visite sitôt après l'interrogatoire. Morgan, il y a un mystère que je veux élucider tout de suite. Quel mystère, Harrison? Votre attitude. Non, vraiment, Morgan, je ne vous comprends pas. Pourquoi ces aveux spontanés sans même prendre mon avis? On dirait que vous êtes impatient de monter sur la chaise électrique. Harrison, pourquoi revenir sur ce qui est fait? J'ai tué Éléonore. Quelles que soient les subtilités de votre dialectique, nous ne sortirons pas de là.
J'ai tué Éléonore. Mais vous n'étiez pas obligé de le jeter à la tête du juge. Vous avez complètement négligé un fait capital, la disparition d'Andrew Morris, votre secrétaire. Andrew n'est pour rien dans cette affaire. Oh, c'est ce qui reste à démontrer, car il a tout de même pris la fuite. En m'appuyant sur cette disparition, je pouvais plaider le doute raisonnable et obtenir le minimum. Je mettais le jury devant ses responsabilités humaines. Un homme couvre de bienfaits une jeune femme, il tire de la misère un jeune garçon, et tous deux choisissent de le bafouer ignominieusement. Allons, Harrison, vous n'êtes pas encore aux assises. D'ailleurs, mon affaire est indigne de votre éloquence bien connue. Morgan, je suis votre défenseur, mais aussi votre ami. Et vous rendez ma tâche impossible. Alors, laissons la justice suivre son cours. Mais voulez-vous au moins me raconter encore une fois la scène du meurtre? Bon, si vous y tenez. Donc, hier soir, nous avons dîné comme d'habitude à la maison. Oui, et qui y avait-il avec vous? Anna Casamadio, Andrew et, naturellement, Éléonore. Bon, et qui vous servait? Jeff, le valet de chambre. Et c'est après que la discussion a éclaté. Il n'y a pas eu de discussion. Nous sommes montés nous coucher, Éléonore et moi. En entrant dans la chambre, Éléonore n'a pas voulu que j'allume l'électricité. Elle a ajouté qu'elle avait quelque chose à m'avouer. Comme ça, sans préambule, sans que vous lui ayez posé la moindre question? Exactement. Vaguement inquiet, je me suis approché d'elle. Elle s'était adossée au radiateur dans une position qui lui est coutumière. Oui, et que vous a-t-elle dit? Qu'elle me trompait avec Andrew. J'ai eu un coup de son. Quand j'y réfléchis maintenant, je ne crois pas que ce qui a provoqué ma colère ait été la révélation subite de la bassesse d'Éléonore. C'est la trahison d'Andrew qui a provoqué ma colère. Après tout ce que j'avais fait pour lui, je l'avais sorti du pétrin, je l'avais formé. Il était au courant de toutes mes affaires, il disposait de ma fortune. Enfin, c'était mon fils, vous comprenez, Harrison? Oui, je comprends. Je comprends pourquoi vous tenez tellement à le protéger, pourquoi vous avez hâte que ce procès soit terminé et votre condamnation prononcée. Mais moi, je ne le permettrai pas. Je vous défendrai au besoin contre vous. Je veux faire la lumière et toute la lumière. Je veux remuer la boue. Non, Harrison, je vous paye pour me représenter, pas pour prendre des initiatives. Il n'y a pas de lumière à faire, pas de boue à remuer. Il y a simplement ceci. Hier soir, dans les ténèbres de notre chambre, je me suis jeté sur Éléonore et je l'ai étranglée. Alors, docteur, quelles sont vos conclusions? Je crois qu'elles vont vous étonner. Ah, du nouveau? Ah, plutôt, oui. Le constat du décès portait morte par strangulation. Oui, et alors? Eh bien, ou je me trompe fort, ou cette femme n'est pas morte par strangulation, mais par empoisonnement. Ah. Oui. De la poudre indienne. Elle a dû en absorber une quantité considérable, car en principe c'est un poison foudroyant dont les traces disparaissent des viscères au bout de 2 heures, et étant donné que je n'ai fait l'autopsie qu'1 jour et demi après la mort, concluez vous-même. Oui. Éléonore serait donc morte non par strangulation, mais par empoisonnement, là. C'est vraisemblable. Je dois encore procéder à certaines analyses, mais je suis presque certain que c'est la poudre indienne qui a provoqué le décès. Et combien de temps met-elle pour agir, cette poudre magique? Environ 20 minutes. Donc, c'est entre 20h et 20h05 qu'Éléonore l'a avalée, c'est-à-dire pendant le dîner. Oui, c'est vraisemblable. Peut-on la dissimuler dans une boisson ou dans des aliments? Oh, très facilement, elle est invisible et sans le moindre goût. Ah. Le poison idéal pour un crime parfait. Si son assassin n'avait servi à sa victime que la dose suffisante, nous n'y aurions vu que du feu. Cette poudre ne provoque aucun trouble apparent, spasme, convulsion, Non, rien du tout, rien du tout. Simplement une sorte de froid intérieur. D'ailleurs, les Indiens l'appellent la mort froide. Les Indiens? Il n'y a qu'eux qui composent cette poudre? Ah oui. Oui, ce poison n'a pas encore atteint le stade de la fabrication industrielle. C'est un poison artisanal et d'intérêt local. Les Indiens le préparent avec une décoction d'herbes. Pendant le dîner. Donc, ils sont 4 à avoir pu le lui servir. 4? Bah oui. Non, mais je croyais que le coupable avait avoué... Morgan a avoué la strangulation, mais pas le poison. Alors on repart à 0.
Maître Harrison, pour la deuxième fois aujourd'hui. Oui. Et avec l'inspecteur Cole. Je n'aurais jamais cru qu'un accusé qui plaide coupable provoqua une telle curiosité. J'avais quelques questions à vous poser, mais j'ai tenu à le faire en présence de votre avocat. Et vous n'êtes pas obligé de répondre, Morgan. L'initiative de l'inspecteur Cole est personnelle. Mais je vais quand même répondre. Je vous ai déjà dit que je veux que tout soit terminé le plus vite possible. J'ai avoué qu'on me juge et qu'on en finisse. Inspecteur, quel est le problème urgent qui justifie votre visite dans ma cellule? J'aimerais savoir ce que vous avez mangé hier soir à dîner, Morgan. C'est pour ça que... Eh oui. Enfin, si ça vous intéresse, inspecteur. Sachez que nous avons mangé du potage, du jambon, des œufs frits, de la salade et des gâteaux. Voilà. Vous êtes satisfait de mon menu? Et qu'avez-vous bu? De la bière. Tout le monde? Non. Éléonore ne buvait jamais que de l'eau. Et après dîner, café, thé, infusion? Une infusion. Une tisane dont Anna a le secret, un mélange d'herbes rares qu'elle prépare elle-même. Éléonore a bu de cette tisane? Nous avons tous bu. Et qui l'a servi? Attendez... À Andrew, je crois. Quelle heure était-il? Eh bien, environ 8 heures, vraisemblablement, puisque c'est peu après que nous sommes montés nous coucher et que le drame a éclaté. Qui a préparé le dîner? Comme d'habitude, Éléonore et Anna ensemble, et c'est Jeff, le valet de chambre, qui l'a servi. C'est tout, inspecteur? Presque. Que faisiez-vous avant le dîner? Je lisais dans ma bibliothèque. Vous étiez seul? Non, Andrew était avec moi. À un moment donné, il s'est levé et il est allé dans sa chambre. Il avait du travail en retard, m'a-t-il dit. Et Éléonore et Anna? Elles ne sont rentrées que vers 6 heures et elles sont allées aussitôt dans la cuisine pour préparer le dîner. Morgan, je suis navré, mais il faut que je revienne sur certains détails pénibles. Et je vous rappelle, Morgan, que l'inspecteur Cole est ici à titre officieux. Oh, ça ne fait rien, il peut continuer. Morgan, quand vous êtes monté dans votre chambre avec Éléonore, que s'est-il passé exactement? Je l'ai déjà expliqué à l'audience, vous étiez présent. Ça ne fait rien, c'est le film au ralenti de ces ultimes minutes que je veux revoir. Vous montez l'escalier, Éléonore monte devant vous, elle ouvre la porte de la chambre. Oui. Et avant d'entrer, elle a pris sa robe de chambre dans un placard et l'a enfilée. Ensuite... Attendez, Morgan. Elle prend sa robe de chambre. Elle a froid? Je ne sais pas, c'est possible. En entrant dans la chambre, elle me demande de ne pas allumer. Mais à la lueur du feu de cheminée, j'aperçois sa silhouette. Que fait-elle dans la pièce? Elle va s'appuyer contre le radiateur. Oui. Et c'est alors qu'elle me lance la phrase... Que vous dit-elle exactement? James, je ne puis dissimuler plus longtemps. Je suis la maîtresse d'Andrew. Morgan, si vous vous sentez mal, l'inspecteur Cole peut interrompre son interrogatoire. Enfin bref. Qu'avez-vous fait alors? Mais vous le savez bien. Vous lui avez sauté à la gorge, vous avez serré, Oui. Elle s'est débattue très peu de temps, n'est-ce pas? Oui. Et quand vous avez senti qu'elle était morte, vous avez relâché votre étreinte? Oui. Eh bien, Morgan, j'ai une étrange nouvelle à vous communiquer. Ce n'est pas vous qui avez assassiné Éléonore Morgan. Auparavant, quelqu'un l'avait empoisonnée. Oh, une syncope. Vite, Cole, appelez un médecin. Morgan est cardiaque, il peut nous filer entre les mains. Dites-moi, Jeff, c'est vous qui avez versé la tisane dans les tasses? Non, monsieur l'inspecteur, c'est monsieur Andrew qui a fait le service lui-même. Oui, en commençant par madame Morgan. Bien entendu, monsieur l'inspecteur. Et ces gâteaux que madame et mademoiselle Anna ont rapportés en rentrant, ils étaient bons? Délicieux, monsieur l'inspecteur. Naturellement, madame en a mangé. Oh, bien sûr. Elle était tellement gourmande. Elle avait une préférence marquée pour les babas. Et ce soir-là, il y avait un baba. Superbe. Madame s'est jetée littéralement dessus. Naturellement, tout le monde dans la maison était au courant de cette préférence. Naturellement. Je me souviens même que ce soir-là, monsieur Andrew a plaisanté madame en lui disant « Je parie $1000 que je sais qui va prendre le baba. » Ces gâteaux, avant que vous ne les serviez, où se trouvaient-ils?
Dans l'office, sur un plateau. Oh, exposé comme ça, hein? Oh, mais l'office est très propre. Si c'est à la poussière que vous pensez... Oui, je pense à la poussière. Dites-moi, Jeff, encore une question. Vous êtes très attaché à M. Morgan? Je suis à son service depuis 22 ans, monsieur l'inspecteur. Je lui dois tout. Oui. Et notamment votre réhabilitation, Jeff. M. Morgan vous a recueilli lorsque vous êtes sorti de la prison d'Alcatraz il y a 22 ans. Ah, vous saviez ça, monsieur l'inspecteur? Évidemment. Quoi qu'il en soit, j'ai payé ma dette à la société, et depuis, je n'ai rien à me reprocher. Oui, bien sûr, bien sûr. Je n'ai exhumé cette vieille histoire que pour souligner votre dévouement sans borne à M. Morgan. Je ne vois pas très bien où vous voulez en venir, monsieur l'inspecteur. Oh, tout simplement à ceci. Vous avez dû éprouver beaucoup de chagrin quand vous avez découvert que sa femme le trompait avec le secrétaire. Mais, monsieur l'inspecteur, je n'ai pas... Inutile d'être discret, Jeff. L'infortune de M. Morgan est officielle. Ce que nous ne connaissons pas, ce sont les petits détails, oui, ces petits détails que seul un serviteur modèle est à même de nous communiquer. Oh, monsieur l'inspecteur. Bon, ne soyez pas choqué, Jeff, je connais les usages. Enfin, si vous voulez aider M. Morgan, dites-moi plutôt quand les choses ont commencé. Lors d'un voyage que M. Morgan a fait l'année dernière en Californie. Ah. Il y a eu un événement précis? Plutôt, oui. Une nuit, Andrew Morris est entré dans la chambre de madame et n'en est ressorti que le lendemain matin. Ah, c'est en effet une démonstration qui se passe de commentaires. Enfin, j'imagine qu'à partir de ce moment, vous avez dû surveiller les allées et venues nocturnes du jeune Morris. Surveiller? Enfin, n'étiez-vous pas tout dévoué à M. Morgan? Enfin, c'est vous qui me l'avez dit. Il était donc logique que vous preniez en main ses intérêts. Je dois avouer que, presque malgré moi, je me suis mis à guetter les gestes de M. Andrew. Oui. Vous comprenez, j'avais tellement de peine pour M. Morgan. Mais bien sûr. Oh, je comprends, Jeff. Ah, autre chose. Savez-vous si Eleanor Morgan se servait ordinairement d'un revolver? Certainement pas dans la maison, monsieur l'inspecteur, je m'en serais aperçu. Mais j'ajouterais même que je n'ai jamais vu un revolver ici. Mon monsieur n'aime pas les armes à feu. Alors, comment pouvez-vous m'expliquer que nous ayons découvert un revolver dans la chambre d'Eleanor Morgan? Un revolver? Mais parfaitement, Jeff, un revolver. Quand nos spécialistes fouillent une pièce, dites-vous bien que rien ne peut leur échapper. Ce revolver se trouvait au fond d'une potiche qui ornait la cheminée. Une arme de petit calibre, mais chargée. Chargée? Ah oui, enfin rassurez-vous, Jeff. Aucune balle n'a été tirée. Autre chose encore, le soir du drame, avez-vous entendu madame avouer à M. Morgan qu'elle le trompait? Non, monsieur. Ah, mais je croyais que vous écoutiez aux portes. C'est un hasard. Ce n'est pas une habitude, monsieur. Oui, bien sûr. Maintenant, allez me chercher mademoiselle Anna. Mademoiselle Anna? Ah oui, la camériste amie d'enfance. Mais elle n'est plus ici, monsieur l'inspecteur. Elle a quitté ce matin la maison avec une partie de ses bagages. Ça y est, encore une. Après Maurice, Anna. Mais tout le monde disparaît dans cette baraque. Pas moi, monsieur l'inspecteur. Toujours à votre service. Chef, un radiotélégramme de Mexico. Ah, quelle nouvelle tuile encore. Voyons. Direction municipale Mexico, inspecteur divisionnaire Cole. Stop. J.K. Morgan, décédé aujourd'hui 9h, stop, attendons instruction. Ah, bon Dieu, le vrai mari qui flanche maintenant. Anna, vous êtes sûr qu'ils ne vous ont pas suivi? Certaine, Andrew. Vous m'avez téléphoné et je suis venue dès que j'ai pu me débarrasser du policier. Ah, vous êtes une chic fille, Anna. Quel dommage. Je sais, Andrew. De temps en temps, il y a dans ma tête quelque chose qui se détraque. Et on ne peut rien fonder sur quelqu'un comme moi. Anna, je vous en prie, ce n'est pas le moment. Nous sommes tous à la merci d'un accident. Moi aussi, j'ai flanché. Mais pourquoi avez-vous fui, Andrew? Je ne sais pas. C'était plus fort que moi. La peur de la police. Mais pourquoi, Andrew? Pourquoi? Ce serait trop long à vous expliquer. Ça remonte à mon enfance.
Vous rendez-vous compte qu'en fuyant, vous vous êtes désigné. Si Morgan ne s'était pas accusé... Je sais, Anna, je sais. D'autant qu'il y a quelque chose contre moi que la police ne connaît pas encore. Quelque chose de très grave. Mon Dieu. Qu'est-ce que c'est? Dans les papiers de Morgan que j'ai emportés en partant, j'ai découvert un double du testament d'Éléonore. Les 800 000 $ que Morgan avait mis à son nom, elle me les laisse, Anna. Je suis le seul bénéficiaire de la mort d'Éléonore. Qu'allons-nous faire, Andrew? Mais enfin, Cole, rien ne prouve après tout que l'autre Morgan, le vrai mari, est absorbé aussi de la poudre indienne. L'autopsie que j'ai réclamée à Mexico nous l'apprendra. Mais pour le moment, j'ai besoin de votre science, Wildraft. Mais elle est à votre service. Que voulez-vous savoir? Eh bien voilà, si vous aviez 5 grammes de poudre indienne à administrer, choisiriez-vous une tisane ou un baba au rhum? Ah, un baba au rhum, sans hésiter. L'imprégnation de la poudre est immédiate et le rhum en couvre le goût éventuel. J'ajoute à titre personnel que j'adore le baba au rhum. Éléonore Morgan aussi adorait ça. Vous avez vu ce que ça lui a coûté? Ouais. Enfin, si je comprends bien, vous m'avez fait venir à la prison pour avoir devant moi, avec Morgan, une petite conférence gastronomique sur les avantages et les inconvénients du baba au rhum. Mais en quoi ma présence est-elle utile? Écoutez simplement ce que dit Morgan, et s'il y a quelque chose qui vous semble anormal, notez-le au passage. Bien. Ah, pour votre gouverne, je vous signale qu'il y a du nouveau. Nous avons coffré Andrew Morris. Non. Oui. Mais où l'avez-vous coincé? C'est Anna Casamadio qui nous a conduits jusqu'à lui. Mais il avait loué une petite garçonnière dans Lancaster Building. Nous n'avons eu qu'à le cueillir après le départ d'Anna. Et celle-là, qu'est-ce que vous en avez fait? On lui laisse prendre encore un peu l'air. Mais on ne la lâche pas. Et ça peut être instructif. Quant à Maurice, il mijote dans mon bureau. Je ne l'ai pas encore interrogé, j'attends qu'il soit mûr. Pour moi, le jeune Maurice est mouillé jusqu'au cou. Alors voyons, pourquoi toutes ces manières? Puisque vous tenez enfin le vrai coupable. Oh, minute, Wildraff. D'abord, Maurice n'est coupable qu'à la probabilité de 80 chances sur 100. Mais il y a aussi 20 chances pour qu'Anna, qui a du sang indien dans les veines, ne l'oubliez pas, ait expédié sa petite copine dans un monde meilleur. Il est également possible qu'Anna ait été la complice d'Andrew. Il est assez beau garçon pour lui avoir tourné la tête. Ouais. Enfin, Wildraff, même si Maurice est coupable, il n'avoue pas. Or, un coupable qui n'avoue pas ne me sert à rien, à moi. Et vous espérez tirer de Morgan la preuve qui vous permettra de confondre Maurice? Peut-être. Ah, décidément, inspecteur, nous ne nous quittons plus, vous et moi. Il est certain, Morgan, que nous avons encore pas mal de choses à nous dire. Et si je me suis arrangé pour que nous nous rencontrions dans le bureau du directeur plutôt que dans votre cellule, c'est pour rendre notre conversation plus confortable. Je suis sensible à votre attention. Puis-je vous demander qui est notre témoin? Docteur Wildraft. Un docteur? Vous avez tout prévu, inspecteur. Mais ne craignez rien, je ne m'évanouis pas tous les jours. Vous n'y êtes pas, Morgan. Le docteur Wildraff est le médecin légiste qui a autopsié Éléonore Morgan et a découvert la poudre indienne. C'est lui qui vous a sauvé la vie, Morgan. Dois-je vous remercier, docteur? Inutile, monsieur Morgan. J'ai fait mon travail, c'est tout. Eh ben, vous l'avez échappé belle, Morgan. Je l'ai échappé belle. Moi? Oui, je commence à apercevoir les rouages de la machination. Il y avait un revolver à portée de la main d'Éléonore, mais vous ne pouviez pas l'apercevoir dans le noir. Et c'est même pour ça qu'elle vous a demandé de ne pas allumer. Ce revolver attendait son heure dans le fond d'une potiche posée sur la cheminée. Mais comment s'y serait-il trouvé? Oh, le plus simplement du monde. On l'y avait mis quelques heures plus tôt. Mais pourquoi? Pourquoi avait-elle besoin d'un revolver? Pour se débarrasser de vous, voyons. Croyez-vous qu'elle restait avec vous par amour? Non, Morgan, non. Éléonore était une ambitieuse. La misère qu'elle avait connue dans sa jeunesse était une hantise. Il lui fallait en sortir définitivement. D'abord, il y a eu son mari à Mexico, puis vous. Elle était désormais assez riche. De plus, elle avait l'amour. Il ne lui manquait plus que la liberté pour être parfaitement heureuse. Je ne peux pas croire. Non, c'est impossible. Elle n'aurait jamais pu concevoir un plan semblable. Elle toute seule, sans doute pas, non. C'est là où Andrew Morris intervient. Morris est encore plus ambitieux qu'Éléonore. Elle lui aussi a connu une enfance malheureuse. Elle lui aussi aspire à la richesse, alors il se met au travail, patiemment. Comme une araignée qui tisse sa toile. Il commence par séduire Éléonore, il lui explique sa petite idée. On vous sait violent, sujet à de terrible colère. Si Éléonore vous provoque, elle pourra toujours dire qu'elle a agi en état de légitime défense. Vous vouliez l'étrangler, elle vous a abattu. 2 témoins confirmeront, Maurice d'abord, et Anna, l'amie d'enfance. C'est pas bête, ça, hein? Éléonore marche,
Elle marche d'autant plus qu'elle ignore la seconde partie du plan de Maurice. Elle ne sait pas que tandis qu'elle tirera sur vous, elle aura dans le corps assez de poudre indienne pour passer de vie à trépas. Ainsi, la police aurait dû retrouver vos 2 cadavres et penser logiquement que vous vous êtes entretués. Et malheureusement pour l'assassin, la poudre indienne n'était pas exacte au rendez-vous. Un peu trop en avance. Ce sont des choses qui arrivent avec les poissons, n'est-ce pas, Wildraff? Bien sûr. Vous voyez, Andrew aura du mal à s'en tirer. Évidemment, il y a une chose qui cloche dans mon raisonnement, et l'aveu d'Éléonore. Personne ne pouvait humainement être sûr que cet aveu vous conduirait à étrangler Éléonore. Maître Harrison est là. Faites-le entrer. J'ai su que vous étiez tous dans le bureau du directeur. Morgan, une bonne nouvelle. J'ai en poche votre liberté provisoire accordée par le juge MacLeod sous caution de 20 000 $. Vous n'avez plus qu'à vous rendre au greffe de la prison pour accomplir les formalités de sortie. Si l'inspecteur Cole n'y voit pas d'inconvénient. Oh, mais aucun inconvénient. Monsieur Morgan nous a dit tout ce qu'il savait. Maintenant, l'affaire le dépasse et c'est à moi de jouer. Entrez. Patron, voici le résultat de l'autopsie de J.K. Morgan à Mexico. Ça donne 2 morts naturelles. Bon, en voilà au moins qui a eu le bon goût de ne pas nous compliquer la vie avec sa mort. Dis donc, Jack, comment se comporte-t-il, notre client? Maurice? Ouais. Très digne. Il n'y a que les menottes qui n'a pas digéré. Ça, je lui ai retiré à l'heure du déjeuner pour qu'il avale son sandwich. Mais aussitôt après, clic, je l'ai rebouclé. T'as bien fait, Jack. Fais entrer, monsieur Maurice. Ah, monsieur Andrew Maurice. Non, inspecteur, c'était pas trop tôt. Je vous ai fait beaucoup attendre et je vous prie m'en excuser. Oh, mais que vois-je? On vous a passé les menottes? Oui, inspecteur, oui. Oh. Vos subordonnés ne laissent rien au hasard. Seulement, comme il n'y a pas à ma connaissance de mandat d'amener contre moi, vous reconnaîtrez qu'il s'agit là d'un cas de détention arbitraire. Hein. Oui, certainement. J'avais donné pour instruction qu'on vous recherche aux fins de témoignage, mais de témoignage seulement. Et pas vous voyez, d'un témoin, vos agents ont fait un prévenu. Inspecteur Dean, mais qui a pris sur lui de traiter ainsi, monsieur Maurice? Mais patron, moi je croyais que... Mais vous n'avez rien à croire. Estimez-vous heureux si monsieur Maurice ne porte pas plainte. Non, monsieur. Non, je ne porterai pas plainte. Non. Je crois d'ailleurs que ce genre d'erreur est fréquent. Seulement si vous voulez bien me les retirer. Quoi donc? Eh bien, les notes. Oh, pardon. Dean, la clé. Ça fait quand même du bien d'avoir les mains libres. Encore une fois, toutes mes excuses. Voulez-vous une cigarette? Merci. Oui. Je vous en prie. Whisky? Volontiers, oui. Monsieur l'inspecteur, vous êtes un véritable homme du monde. Ce procédé me console des autres. En réalité, monsieur Maurice, j'espère avoir avec vous une conversation dont j'attends beaucoup. Quoi de plus naturel que de souhaiter que cette conversation ait lieu dans une ambiance agréable. Mais voyons. Alors, monsieur l'inspecteur, par quoi commençons-nous? Eh bien, pourquoi pas par le commencement, pour une fois. C'est pas une mauvaise idée, ça. Allons-y. Quand vous avez quitté la maison de monsieur Morgan le soir du drame, où êtes-vous allé? Alors, vous voulez dire quand j'ai fui? C'est vous qui le dites, c'est pas moi. Hein? Je vous remercie de votre délicatesse dans le choix des expressions, mais la vérité est là, j'ai fui. Eh bien, quand vous avez fui, où êtes-vous allé? J'ai couru jusqu'à la station de taxi de Central South. J'ai pris une voiture et je me suis fait conduire jusque chez moi. Chez vous? J'avais loué une garçonnière dans un immeuble de Lancaster Building. Oui, d'ailleurs, vous le savez, puisque c'est là que vos agents m'ont appréhendé. Oui, c'est juste, oui. Mais ce que je ne sais pas, c'est la raison pour laquelle vous aviez loué cette garçonnière alors que vous habitiez chez monsieur Morgan. J'avais besoin de solitude. Oui, chez Morgan, l'atmosphère était devenue irrespirable. Je comprends, oui. Pourtant, vous aviez une excellente amie là-bas. Je vous vois venir, inspecteur. Vous avez de la veine, parce que moi, je ne me vois arriver nulle part. Vous allez me demander si j'étais l'amant d'Éléonore. Ma foi, puisque vous me le suggérez. Étiez-vous l'amant d'Éléonore Morgan? Non. Du moment que vous me le dites, je vous crois. Il faut avouer cependant que les apparences seraient plutôt contre cette affirmation. D'abord, les aveux d'Éléonore Morgan, aveux qui lui ont coûté la vie. Ensuite, il paraît que vous avez passé de nombreuses nuits dans la chambre d'Éléonore. Jeff vous a raconté, j'ai toujours pensé qu'il écoutait aux portes. Ça fait partie de ses fonctions. Donc, vous me disiez que vous n'étiez pas l'amant d'Éléonore. Non. Bon, il y avait entre Éléonore et moi une grande amitié, née d'affinités communes. Oui. D'idées semblables. Oui, notre similitude d'âge, nos enfances également malheureuses.
La lutte que chacun de nous a menée pour briser le cercle du destin. Tout cela nous rapprochait, vous comprenez? Mais bien sûr, bien sûr. Donc vous passiez vos nuits avec Éléonore en tout bien tout honneur, c'est bien ça? Exactement, oui. Vous ne me croyez pas? Mais si, mais reste à savoir si le tribunal partagera mon opinion. Le tribunal? Enfin, vous semblez oublier que quelqu'un a été assassiné, monsieur Maurice, et qu'il est quand même nécessaire de découvrir l'assassin. L'assassin, mais vous le tenez, l'assassin, c'est James Morgan, il a étranglé Éléonore. Eh bien non, justement. Il l'a étranglée, mais elle était déjà morte, empoisonnée. Vous ne le saviez pas? Comment voulez-vous que je le sache? Eh bien, apprenez que quelqu'un a versé de la poudre indienne dans le baba qu'Éléonore a mangé au dîner. Et ce n'est pas Morgan? Non. Ah bah j'aime mieux ça. L'idée que Morgan, auquel je dois tout, allait être condamné à cause de moi, ça m'aurait poursuivi jusqu'à la fin de mes jours. Alors soyez délivré de son mort. Éléonore a été empoisonnée, et Morgan n'y est pour rien. Seulement, ceci ne nous dit pas le nom de l'assassin. Vous pensez que c'est moi? Je pense que ça peut être vous, comme tout le monde. Et quelle preuve avez-vous contre moi, inspecteur? Maurice, vous êtes un garçon intelligent. Je veux bien battre mon jeu. Mais il faudra que vous en fassiez autant, et la vérité que vous me raconterez devra être vraisemblable, je vous préviens. Vous n'avez pas le droit de me menacer. Oh, je ne vous menace pas. À moins que le seul mot vérité constitue pour vous une menace. Bien, posez-moi des questions, je vous répondrai. Ah, la bonne heure, on repart à zéro. Pourquoi avez-vous fui? Je ne sais pas. Ça a été plus fort que moi. Ça doit remonter à mon enfance. Mon père était un escroc. Et jusqu'à l'âge de 10 ans, j'ai passé mes dimanches dans les parloirs de prison à regarder mon père derrière une grille. Ça marque, vous savez. Ça marque, inspecteur, d'avoir pour horizon des surveillants en uniforme. À qui le dites-vous? Alors j'ai récolté une sorte de complexe. Quand j'aperçois un policeman, j'ai envie de me sauver. Et la mort d'Éléonore a déclenché en moi une véritable panique. Pendant des heures, j'ai éprouvé une sensation de culpabilité. Cela paraît fou, mais il faut me croire, monsieur l'inspecteur, vous entendez, parce que c'est vrai! Ah, ne criez pas si fort, hein. Même si c'est vrai. Passons à la deuxième question. Le revolver. Ah, vous l'avez trouvé? Bah oui, il arrive que les policiers finissent par trouver quelque chose. Alors racontez-moi l'histoire de ce revolver. Oh, c'est bien simple. Je vous ai dit qu'Éléonore se confiait à moi. Surtout depuis quelques mois, James Morgan devenait violent. Ils avaient des scènes de plus en plus fréquentes. Pour quelle raison? Éléonore avait la pudeur de sa vie intime, elle ne m'a rien dit. Elle m'a dit seulement qu'elle avait peur de Morgan. Qu'un jour, il la tuerait. Elle ne se trompait pas tellement. Que lui avez-vous répondu? J'ai ri. Pour la rassurer, je lui ai donné un revolver. Mais si Éléonore, dans un moment d'affolement, avait tiré sur Morgan, vous en auriez été responsable? Allons donc, inspecteur. Éléonore ne savait même pas comment manier un revolver. Elle aurait été incapable de s'en servir. Non, mais la présence du revolver dans la potiche à portée de sa main l'a rassurée. Bon. Troisième question. Morgan était votre bienfaiteur? Oui. Je lui devais tout. C'est lui qui m'a recueilli il y a 10 ans. Et il m'a permis de poursuivre mes études de droit et d'économie politique. Après quoi, il m'a pris dans ses affaires et il m'a laissé la gestion de son portefeuille d'actions en bourse. Il avait fait de moi son héritier. Vous saviez qu'il avait révoqué son testament ces dernières semaines? Oui. Éléonore me l'avait répété. Et ce changement de volonté ne vous a pas surpris? Sur le moment, si. Mais après, j'ai pensé qu'il me soupçonnait d'avoir avec Éléonore des relations coupables. Sa réaction était normale. Et vous n'avez pas cherché à vous justifier? De quoi? Morgan ne m'avait accusé de rien. Aucun changement dans son attitude ne s'était manifesté. Ce n'était pas à moi de lui demander les raisons pour lesquelles il m'avait rayé de son testament. D'autant plus qu'il s'agissait d'une indiscrétion d'Éléonore. Maurice, entre nous, d'homme à homme, vous étiez l'amant d'Éléonore? Non, inspecteur. Alors qu'est-ce qui lui a pris de faire cet aveu à Morgan? Car c'est cette phrase, « James, je suis la maîtresse d'Andrew », qui a déclenché le drame. Et logiquement, l'empoisonneur ne pouvait prévoir qu'elle la prononcerait, ou en tout cas qu'elle provoquerait cette réaction soudaine de Morgan. C'est à se casser la tête, enfin. Je ne peux pas vous aider à trancher ce problème. Si. En étant l'assassin. Mais je ne suis pas l'assassin, inspecteur. Oh, n'essayez pas de me rassurer. Je vous jure que si vous l'êtes, vous finirez par me raconter gentiment toute votre petite histoire, aussi malin que vous vous croyez. Je ne suis pas l'assassin. Pas plus que j'étais l'amant d'Éléonore.
Mais à l'audience, je dirais qu'Éléonore était ma maîtresse. Ah, vous voulez jouer les séducteurs? Non, mais fournir à Morgan ces circonstances atténuantes dont il aura besoin devant le tribunal. Je lui dois bien ça. Très chevaleresque. Tant pis si la pauvre Éléonore passe pour une femme légère. Où elle se trouve, sa réputation n'a plus rien à craindre. Et pourtant, elle a été gentille avec vous, Éléonore. Elle vous a fait cadeau en mourant de 800 000 $. Ah, vous saviez ça aussi? Je sais beaucoup plus de choses que vous ne croyez, Maurice. Et vous? Comment le saviez-vous? J'ai découvert par hasard un double du testament d'Éléonore. Un double? Par hasard? Et ce hasard s'est situé avant ou après le meurtre? Après, bien entendu. Bien entendu. Oui. Car avant, il aurait constitué un motif sordide mais classique. Bon, inspecteur, n'essayez pas de me bluffer, je n'ai pas tué Éléonore! Vous raconterez ça au tribunal. Vous allez me faire inculper? J'y suis bien obligé. Vous êtes le seul qui réunisse à peu près toutes les présomptions sur sa personne. Entrez! Qu'est-ce qu'il y a, mon vieux? Moi, inspecteur, le 4e district vient de nous téléphoner. La petite Casa Madio est retournée au domicile de Maurice. Ah. Elle est entrée avec une clé. Elle y est en ce moment. Qu'est-ce qu'on fait? On l'embarque? Le plus vite possible. Bon. Amenez-la moi tout de suite ici. Hein. Pourquoi avez-vous donné une clé de votre garçonnière à Anna? Oh, c'est une pauvre gosse, elle ne savait pas où aller. Très touchant. Naturellement, elle non plus n'était pas votre maîtresse. Mais naturellement, je l'avais prise en pitié. Pas plus qu'Éléonore, elle ne savait où raccrocher son espérance. Dites-moi, monsieur Maurice, vous êtes un véritable Saint-Bernard, la providence des dames en détresse. Ah, quel dommage qu'en dehors de vos conseils, vous leur prodiguiez parfois de la poudre indienne. Hein. Je suis innocent, vous entendez? Innocent! Oh, je sais. Il n'y a que des innocents dans les affaires criminelles. C'est à se demander qui tue les victimes. S'il est un instant, messieurs les jurés, qu'un procureur général redoute, c'est celui-ci. Celui où, ayant tout considéré de ce qui doit l'être, sans haine et sans passion, il me faut réclamer de vous l'application de la loi des hommes dans toute sa rigueur. Une dernière fois, je regarde les deux accusés, James Morgan et Andrew Morris, et je me dis, en mon âme et conscience, autant le commencement de meurtre de James Morgan est l'acte de folie d'un homme que la passion égare, autant le meurtre d'Andrew Morris est le lent accomplissement lucide d'une volonté tendue vers un plan diabolique. 800 000 $, messieurs les jurés, c'est ce prix que la vie d'Éléonore Morgan représentait aux yeux d'Andrew Morris. Ah, si encore Andrew Morris se reconnaissait coupable, si vous montrez une âme meurtrie, l'expression d'un remords quelconque, alors, messieurs, j'aurai moi-même la tentation de solliciter votre indulgence en sa faveur. Mais non, durant tout ce procès, nous n'avons eu devant nous qu'un homme buté, qui niait, qui se contredisait, qui tremblait visiblement de peur, sans que cette peur fît retentir la moindre résonance humaine. Dans le fait même que Maurice n'a pas voulu choisir un avocat, qu'il a fallu lui en désigner un d'office, nous avons la preuve qu'il méprise la justice des hommes. Eh bien, messieurs les jurés, la justice des hommes, représentée par vous, doit s'abattre sur Maurice, sans pitié, comme sans faiblesse, tandis qu'elle saura, en acquittant James Morgan, faire la preuve de sa mansuétude et de sa compréhension. Monsieur le procureur d'État a terminé. Maître Harrison, vous avez la parole au nom de James Morgan. Messieurs les jurés, mon intervention sera brève. À la lumière des faits qui ont été portés à notre connaissance durant ce procès, monsieur le procureur d'État vous a demandé l'acquittement de James Morgan. Je m'associerai purement et simplement à cette requête. James Morgan, avez-vous quelque chose à ajouter? J'ai pardonné à Andrew Morris. Pardonnez-lui aussi. Je vais maintenant donner la parole à Maître Lodge, commis d'office à la défense d'Andrew Morris. S'il
Silence! Silence! Je préviens les perturbateurs que la Cour ne tolérera aucune manifestation de sympathie à l'égard de la quelconque des accusés. Qu'est-ce que c'est? Votre honneur, c'est l'inspecteur Cole. Qui? Il Cole. va déposer à nouveau. Messieurs les jurés, l'inspecteur divisionnaire Cole, qui a mené cette enquête et que vous avez déjà entendu, demande à ajouter un élément à sa déposition antérieure. Je proteste, votre honneur. J'ai déjà prononcé mon réquisitoire. Monsieur le procureur, nous sommes ici pour faire toute la lumière, quel que soit le temps que nous devions y passer. Si l'intervention de l'inspecteur Cole le justifie, je vous redonnerai la parole, comme je la redonnerai à Maître Harrison. En vertu de mon pouvoir discrétionnaire, et pour que messieurs les jurés puissent prononcer leur verdict en pleine connaissance de cause, j'autorise donc l'inspecteur Cole à revenir devant nous. Greffier, faites entrer le témoin. Inspecteur Cole. Inspecteur Cole, vous avez demandé à comparaître à nouveau devant le tribunal. Étant donné que vous avez déjà déposé et que vous n'êtes cité ni par l'accusation ni par la défense, j'ai dû user de mon pouvoir discrétionnaire pour vous autoriser à déposer. Je vous considère comme étant toujours sous serment, ce qui nous fera gagner du temps. Inspecteur Cole, je suppose que vous avez d'importantes révélations à nous faire. Votre honneur, j'ai quelque chose sur l'estomac. Silence! Silence ou je fais évacuer la salle! Inspecteur Cole, je ne pense pas que vous ayez sollicité une dérogation aux coutumes judiciaires dans le seul dessein de nous informer de votre état de santé. En effet, votre honneur, ce que j'ai sur l'estomac, c'est la vérité. La vérité? Mais nous la connaissons, la vérité. Nous venons de consacrer plusieurs séances à sa recherche et à son établissement. Elle est là, devant nous, la vérité. Et sans doute, mais quelle vérité, monsieur le procureur? La bonne ou la mauvaise? Inspecteur Cole, je vous prierai de cesser de parler par énigme. Il ne peut y avoir deux vérités. Que votre honneur m'excuse de ne pas être de cet avis. Dans ce procès, je viens de m'apercevoir qu'il y avait précisément deux vérités. Il y a d'abord celle que vous avez eue, que nous avons eue sous les yeux depuis 3 jours, oui. Cette vérité, vous pensez si je la connais, c'est moi qui vous l'ai offerte sur un plateau. Seulement voilà, c'était pas la bonne. Ce que j'avais patiemment édifié pendant des jours et des jours d'enquête se trouvait balayé en 1 seconde, à la suite d'une simple réflexion qui m'a traversé l'esprit. Que voulez-vous dire, inspecteur Cole? Et qu'Andrew Morris n'est pas coupable, tout simplement. Silence! J'ai dit silence! Votre honneur, je proteste. Le tribunal ne peut subordonner ses décisions aux caprices de l'inspecteur Cole. Il vous a dit que Maurice était coupable. Et maintenant, il vient nous affirmer qu'il s'est trompé. Il faudrait savoir ce qu'il veut. Moi, rien, mais rien. Ce n'est pas moi qui décide, c'est la vérité. Elle n'a pas toujours le sens des convenances, la vérité, vous savez. Enfin, inspecteur, cette situation est intolérable. Pourquoi, votre honneur? Parce que je me suis trompé et que je viens vous le dire? Vous auriez préféré que je me taise par orgueil et que je laisse condamner un innocent? Nous recherchons la lumière autant que vous, monsieur Cole. Ne nous énervons pas et procédons par ordre. Maurice, selon vous, n'est donc pas le coupable? Non, votre honneur. Alors, qui, selon vous, est coupable? C'est très clair. J'accuse James Morgan d'avoir assassiné Eleanor Morgan. Silence! Proteste! Silence! Proteste! Protestation de maître Harrison! Silence! J'ai dit silence! Aussi invraisemblable que vous paraissent les déclarations de l'inspecteur Cole, nous devons lui demander sur quelle argumentation il s'appuie. Absolument! Il est inadmissible qu'un représentant de l'ordre vienne au tribunal pour provoquer le désordre. Inspecteur, expliquez-vous. Je ne demande pas mieux. Pourvu que monsieur le procureur se sente capable de rester 5 minutes sans m'interrompre. Objection, votre honneur! Objection repoussée. Inspecteur Cole, nous vous écoutons. C'est une phrase. Une simple phrase qui m'a enfin éclairé. Celle qu'Éléonore a dite à Morgan, juste avant le drame. Je ne peux dissimuler plus longtemps, je suis la maîtresse d'Andrew. Là-dessus, Morgan se précipite sur elle et la tue, ou croit la tuer. Seulement, voilà, cette phrase clé qui a tout déclenché. Qui l'a entendue? Une seule personne, James Morgan. James Morgan, assassin en puissance de sa femme, nous dit « Éléonore m'a avoué qu'elle me trompait. » Et nous le croyons. Nous ne cherchons pas à approfondir, et tous nos raisonnements partent de là. Je mène l'enquête en fonction de cette petite phrase de rien du tout qui me dirige et me guide, sans même que je m'en doute. Mais essayons le raisonnement contraire. Si Morgan avait menti, si son crime n'était pas un geste spontané, un coup de folie, mais un acte longuement prémédité, si on part de ce principe, tout s'emboîte parfaitement, vous allez voir.
Morgan croit qu'Éléonore le trompe avec Andrew, mais il n'a aucune preuve formelle. De plus, il n'est pas légalement marié avec elle. S'il la tue, il ne peut espérer que des circonstances atténuantes, mais de toutes les façons, il restera en prison un certain nombre d'années. Tandis que s'il trouvait une idée diabolique, il pourrait s'en tirer. Il cherche donc. Et il trouve cette solution invraisemblable, baroque, tuer 2 fois Éléonore. Une première fois aux yeux de tout le monde, mais ce ne sera pas le vrai crime. On s'apercevra par la suite qu'Éléonore est morte empoisonnée. Et l'idée ne me viendra pas que les 2 crimes aient un seul exécutant. Pourquoi? Mais parce que je suis aveuglé par cette phrase. James, je suis la maîtresse d'Andrew. Cette phrase qui justifie le coup de sang de Morgan. Ah, il m'a bien eu. Car il savait que nous finirions par découvrir la véritable cause de la mort d'Éléonore, la poudre indienne. Cette poudre indienne dont quelques décigrammes suffisent à tuer n'importe qui et dont les traces se dissipent dans les 2 heures qui suivent le décès. Voilà qui ne fait pas l'affaire de Morgan. Il se doute bien que l'autopsie n'aura pas lieu tout de suite. Alors, il fait bonne mesure, il met 5 grammes de poudre, et 2 jours après, triomphalement, le médecin légiste m'apporte la révélation de l'empoisonnement. Et moi, je ne vois toujours rien. Je m'apitoie sur le sort de Morgan. Et dire que je suis payé pour avoir du flair. Silence. À force de chercher une explication, je finis par supposer que le coupable a été dérangé, alors que la vérité était là, toute simple, à portée de la main. Il fallait que la dose de poudre indienne ne se dissipât pas avant l'autopsie. Mais la démonstration de Morgan ne s'arrête pas là. Tout crime parfait a besoin d'un assassin de rechange. Morgan a le choix entre Anna et Maurice. Anna aurait un mobile humain, la jalousie, mais ce n'est pas assez consistant aux yeux de Morgan. Alors il fabrique un mobile sérieux, classique, l'argent. Il convainc Éléonore de faire un testament, persuadé qu'elle laissera sa fortune à Maurice. Puis il glisse un double du testament dans les papiers de Maurice. Il escompte qu'en le découvrant, celui-ci s'affolera et fera une bêtise. C'est d'ailleurs ce qu'il a fait. Il a fui. Parce que depuis son enfance, il a peur de la police, parce que son père était un voleur et lui a légué un instinct de culpabilité. Et tout marche comme le souhaitait Morgan. Ou plutôt, tout aurait marché si enfin je ne m'étais pas fait cette réflexion. Si Morgan nous avait raconté une blague, si jamais Éléonore ne lui avait avoué qu'elle était la maîtresse d'Andrew. Voilà, votre honneur, j'ai terminé. C'était long, mais la vie d'un homme vaut la peine parfois qu'on s'étende un peu. Inspecteur Cole, êtes-vous absolument certain de ce que vous venez de nous dire? Votre honneur, dans mon métier, on ne peut jamais être certain de rien tant qu'on n'a pas vu. En commençant mon exposé, je ne faisais donc formuler une hypothèse, mais maintenant j'ai vu. J'ai vu la tête de Morgan et je suis sûr. D'ailleurs, demandez-lui donc ce qu'il pense de ma petite idée. James Morgan, vous venez d'entendre l'accusation formulée contre vous par l'inspecteur Cole. Qu'avez-vous à répondre? C'est vrai. J'avoue. Je suis l'assassin. Alors, Bédraff, notre client a encore tourné de l'œil, hein? Oui. Oui, mais cette fois, c'est pour de bon. Il est mort. À quoi tient la vie, tout de même, hein?